Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est le premier vlog du mois d'avril, donc première semaine. Alors, je vous montre mes lectures terminées de la semaine dernière. Je vous montre aussi les livres que j'ai commencé entre-temps. Ensuite, je vous parlerai des lectures communes que j'ai. Donc, en ce moment, j'ai des lectures communes avec mes lectures en cours. Je vous parlerai aussi des livres que j'ai pas lus, qui étaient censés être lus au mois de mars et que j'ai pas réussi à lire parce que j'ai pas eu assez de temps. Ensuite, j'arrête pas de dire ensuite. Et pour terminer, je vous parlerai des réceptions que j'ai eues la semaine dernière, des différents partenariats et de ce que j'ai acheté aussi. Alors, je commence par les livres lus. Donc, c'est pas dans l'ordre, hein. Je les ai rangés comme ça, mais c'est pas dans l'ordre. Donc, un livre que j'ai terminé, que j'ai lu la semaine dernière, c'est Le ravissement du monde de Laurent Bettoni, que je lis. Donc, c'est une maison d'édition qui vient d'ouvrir au mois de janvier. Et donc, c'est le premier livre qui paraît dans cette maison d'édition. L'auteur, donc Laurent Bettoni, j'ai déjà lu un livre de lui, donc c'était un thriller qui s'appelle Votre profil lui plaît. C'était vraiment un mélange entre la vie virtuelle et la vie concrète. Et c'était très très perturbant comme lecture, mais très intéressant, mais perturbant parce que vraiment les personnes réelles mélangeaient leur vie de quotidienne et concrète avec leur vie virtuelle, ce qu'ils faisaient sur les ordinateurs, sur les écrans internet. Et ici, on est complètement dans une autre histoire. C'est Anaïs qui a 25 ans et qui veut devenir une grande artiste peintre. Ses parents ne la suivent pas, lui disent que c'est pas vraiment un métier et donc ils ne l'encouragent pas. Elle décide donc de partir à Paris et c'est là-bas qu'elle va essayer de se faire connaître, de pouvoir rentrer vraiment dans la cour des peintres et des artistes. Et comme elle n'a pas fait les écoles, comme elle n'est pas allée à l'école des grands arts comme tout le monde, et en fait c'est vraiment très carré le truc, c'est encore plus difficile pour elle de pouvoir se démarquer. Elle va quand même être vue par quelqu'un et en fait voilà, sa vie va être bouleversée, va être changée. Un grave incident va arriver et toute sa vie va être complètement perturbée, chamboulée, transformée. Et j'ai énormément aimé ce livre-là. Pour moi, c'est un coup de cœur parce que il y a une partie au début qui est assez un peu sombre, un petit peu oppressante dans le sens où elle est pas heureuse, elle est pas suivie. Comment dire, ses parents ne sont pas avec elle, ses amis, voilà. Et après, il y a cet incident qui arrive, puis tout le chamboulement. J'ai vraiment aimé parce qu'il y a une grosse palette d'émotions là qui s'est fait ressentir. J'ai vraiment eu plein d'émotions. J'ai eu de la tristesse, de la joie, de la crainte, du doute, de l'incertitude, plein de choses. Et l'écriture, elle est vraiment fluide, elle est belle, elle est très bien, quoi. Il y a pas de souci là-dessus. Les chapitres sont assez courts. Et franchement, l'histoire vaut vraiment le coup. Dedans, on parle de recherche de soi, de sa vie, un peu de son identité professionnelle. On parle d'espoir, on parle de deuil, on parle de chute, on parle de la vie, de poursuivre la vie après des événements tragiques. Il y a énormément de thèmes qui nous parlent parce que c'est ce qu'on peut vivre chaque jour. On n'a pas forcément les mêmes problèmes, les mêmes défis qu'Alaïs dans ce bouquin, mais je sens qu'il y a vraiment... En tout cas, moi, j'ai vraiment été prise par cette histoire. J'étais happée et les thèmes qui sont évoqués forcément me parlent parce que il y a des choses qui sont un peu similaires ou en tout cas qui ressemblent. Et je voulais dire encore quelque chose. Lisez-le. Lisez-le. Franchement, je recommande ce livre-là. Je pense que bientôt, je ferai une vidéo avec une liste de livres qu'en tout cas, moi, je suis vraiment contente d'avoir lu et que c'est des livres que je lirai peut-être encore une fois dans quelques années parce que ça m'a vraiment touchée. En général, je relis pas forcément les bouquins, mais quand ça m'a fortement touchée, il y a quelque chose qui s'est passé, je les garde et je les relis quelques années plus tard parce que c'est des livres qui me parlent. Et d'ailleurs, j'ai discuté rapidement avec l'auteur via Insta et en fait, il me disait vraiment que certains éléments, certains faits évoqués dans le livre sont tirés de faits réels et ça, vous le savez, hein, maintenant vous me connaissez, j'aime énormément quand les histoires sont tirées de faits réels. Bon, j'en ai parlé un peu trop de ce bouquin-là. Dans tous les cas, il sera encore évoqué dans le bilan du mois de mars qui sortira samedi. Peut-être que j'en dirai moins, à mon avis moins, parce que sinon ça va faire trop pour tous les bouquins que j'aurai à présenter. Donc voilà, je passe à la suite. J'ai lu aussi La tendresse des autres de Laure Manel et c'est encore aussi un coup de cœur pour moi. J'ai eu vraiment de très belles lectures au mois de mars. Alors c'est étonnant parce que Sophie Talmen, j'avais déjà lu un livre d'elle, Entre mes doigts coule le sable, quelque chose comme ça. Enfin, je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais en tout cas j'étais un peu mitigée. L'histoire ne m'avait pas vraiment parlé, les personnages non plus, je m'y étais pas vraiment attachée. J'avais lu l'histoire, mais j'en étais ressortie vraiment un peu mitigée de cette lecture. C'était pas une lecture que j'allais garder en tête et d'ailleurs, si je devais vous faire un résumé, je m'en rappelle même plus vraiment. Je sais qu'il y avait une fille, un garçon.
mais je sais plus ce qui se passait, des étudiants, je crois. Ici, dans La tendresse des autres, c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup parlé parce que c'est encore des thèmes qui me parlent énormément, où je suis un peu sensible parce qu'il y a certaines choses qui ressemblent un peu à ma vie, ou en tout cas de près ou de loin, quoi, mais de pas très loin. Et donc en gros ici, on est vraiment dans une histoire où on a Lucie, donc mère de famille, mariée avec 2 enfants. Lucie, donc il y a 2 enfants, Thibaut et une petite fille, j'ai oublié son prénom. Donc ils vivent une vie normale, mais il va avoir des soucis, il va avoir un événement tragique et donc un accident. Et là, elle va devoir prendre un peu de recul par rapport à sa vie professionnelle et elle va s'occuper de son enfant pendant quelques mois pour qu'il puisse se remettre de ce qui s'est passé. Et en fait, c'est vraiment, vraiment bien. Il y a vraiment beaucoup d'émotions là-dedans qui passent. Il y a vraiment cette humanité, les sentiments qu'ils ressentent les personnages. On s'attache à ces personnages, à la maman, au fils. C'est vraiment les 2 personnages où on va avoir plus de choses sur eux, plus d'éléments. C'est vraiment centré un peu sur la maman et le fils. Et j'aime énormément la manière dont l'écrivain a fait son histoire, où lorsque c'est le fils qui parle, c'est un peu comme si on était dans ses pensées. Et le reste, c'est plus la mère, je pense, qui parle dans le reste de l'histoire. Ouais, c'est ça. Et donc c'est un peu entrecoupé dans les chapitres comme ça. Et j'ai beaucoup aimé parce que face à une tragédie, en fait, on voit comment la maman, comment elle est réellement, comment elle pense, ses sentiments, ses émotions, mais aussi comment elle paraît devant les autres. Donc on voit vraiment cette dualité en fait entre ce qu'elle est vraiment au fond d'elle par rapport à cette situation et ce qu'elle fait, ce qu'elle montre aux autres par rapport à cette situation. Elle veut montrer qu'elle est forte, qu'elle est une battante et qu'elle va aider son fils et qu'elle va rien lâcher en fait. Et à côté de ça, on a vraiment aussi les sentiments de son fils, comment il se sent par rapport à cet accident qu'il a vécu. Et franchement, c'est super bien écrit. Il va y avoir des personnages en plus dans l'histoire qui vont arriver, qui vont faire en sorte que l'espoir peut revenir, la vie peut reprendre, on peut reprendre goût à la vie. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle histoire. C'est encore une histoire que je recommande pour le coup. Et ouais, aussi parce qu'il y a des personnages qui arrivent dans l'histoire et qui forcément font un peu écho à certaines choses dans ma vie, et donc ça me parle beaucoup. Lecture que j'ai terminée, donc c'est La rage d'entreprendre de Sévanille Delestre, que j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc c'est une entrepreneuse qui a commencé de rien et qui montre un peu comment elle y est arrivée. Et en fait, en gros, si je devais retenir quelque chose de ce bouquin, c'est que si on veut réussir des projets, il faut pas rester seul, il faut vraiment s'entourer de personnes et des personnes de confiance. Et c'est pour ça que c'est important de dialoguer, de communiquer avec les uns et les autres. Si on garde tout pour soi, si on garde nos projets, nos secrets, tout ça pour nous-mêmes, on peut y arriver pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, si on veut que ça prenne de l'ampleur, il faut qu'on s'entoure en fait, on peut pas rester seul. Voilà. Donc j'aime lire ce genre de livre, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, une lecture que j'ai terminée, c'était la lecture commune du mois de mars, que j'ai lu sur tout le mois, donc du 1er au 31 mars. Bon, finalement, je l'ai lu toute seule, mais c'est pas grave. Et je vous disais que dans le dernier vlog, je pense que j'avais pas trop avancé. Donc il me restait quasiment 200 pages pour la fin du mois. Et j'ai énormément aimé cette histoire. On est dans une double temporalité, donc avec Lily Kaiser, qui est allemande. Elle est un peu comme une antiquaire. Elle a un magasin où elle vend de vieilles choses, de vieux meubles. Et donc, elle va recevoir un violon de la part d'un homme qu'elle ne connaît pas. Il ne lui donne pas son identité et il lui a dit que ça lui appartenait. Mais elle comprend pas. Elle n'est pas musicienne, ses parents non plus. Il n'y a aucun lien en fait. Et donc, l'histoire, c'est qu'elle va devoir découvrir de qui provient ce violon et pourquoi il lui appartient. Et donc, elle va être aidée de son amie Hélène qui habite en Angleterre et qui travaille un peu dans tout ça, où elle fait des expertises d'anciens objets, ce genre de choses. Et elle va se mettre un petit peu en relation avec d'autres personnes et ensemble, ils vont essayer de trouver ce qui s'est passé. Et à côté de ça, on a donc cette double temporalité. Donc, on a l'époque où, vers le début des années 1900, je pense, avec la véritable détentrice de ce violon. Et donc, on apprend toute sa vie. Et donc, forcément, à la fin, on va voir quel est le lien qui relie Lily et la personne qui avait ce violon au début de l'histoire. C'est vraiment une très belle histoire. Donc, c'est écrit par Corinna Baumann. Il me semble que j'ai jamais lu d'autres livres de sa part chez les éditions Charleston. Et je me suis rendu compte que j'avais un autre bouquin d'elle. Je vous le montre là, je l'ai pas encore lu. C'est L'île aux papillons. Voilà. Donc, c'est un peu encore une fiction historique ici. Et donc, ça va se passer dans un vieux manoir anglais avec des plantations de thé. Donc, une jeune femme qui va partir à la recherche du secret qui hante son histoire familiale. Donc, un peu dans le même genre finalement que Le Jardin au clair de lune, mais avec un tout autre thème. Donc, je pense que ce sera un livre que je vais bien aimer. Je pense que j'avais acheté 4,50 € pour pas grand-chose, donc dans un magasin de seconde main.
Donc ce sera un livre que je lirai certainement à un moment donné quand j'aurai le temps. Et donc un dernier livre que j'ai lu la semaine dernière, c'est Calderwood, donc qui a été écrit par Marilène Pion aux éditions Jeanne et Juliette, donc où je suis partenaire cette année, et je suis vraiment contente de pouvoir être partenaire de cette petite maison d'édition qui est ouverte depuis 2-3 ans, je pense, qui est assez récente, qui fait vraiment des livres exceptionnels. C'est le premier livre en fait que je lis de cette maison d'édition, mais j'avais suivi un peu la maison d'édition, je voyais les livres qui sortaient, je voyais les résumés, ça avait l'air super intéressant. Donc ils font de la fiction historique avec au centre des histoires une femme forte, une femme qui va prendre sa vie, son destin en main. Et Calderwood, c'est vraiment une histoire, je pense que c'est encore un coup de cœur, finalement j'en ai beaucoup ce mois-ci, c'est génial, qui se passe, alors ça se passe à Montréal en 1900, donc au Canada. Et donc en fait c'est Florence Provencher qui va être recommandée par sa cousine, donc dans une très 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 grande famille, la famille Calder. Et donc la dame de cette famille, la famille Calder, elle a plus de 80 ans et donc elle a un grand empire, une entreprise de bois que son mari a mis en place, et ensuite ses enfants sont morts, son fils est mort dans une tragédie, donc dans un accident de voiture. Donc il lui reste plus que son petit-fils et sa petite-fille. Sa petite-fille s'est mariée avec un homme qui s'occupe un peu de l'entreprise, et il y a aussi son petit-fils qui est là, mais il n'est pas vraiment là en fait, il est jamais présent à la maison, en tout cas il est toujours en vadrouille, il va voir les hommes au plus près sur le front, mais la grand-mère veut plus. Et donc en fait dans cette histoire, on va se rendre compte que la grand-mère forcément elle vieillit et elle commence à perdre un peu la vue, perdre ses capacités physiques. Donc sa petite fille va embaucher une dame de compagnie pour elle, mais elle ne veut pas. Donc ça va être un petit peu le dilemme au début, ça va être compliqué, elle va être un peu difficile avec la dame de compagnie, mais elle va se rendre compte avec le temps que cette dame de compagnie est une femme vraiment très intelligente, ambitieuse, qui est très humble aussi, fidèle, loyale, et elle va pouvoir compter sur elle. Et donc bon voilà, il va se passer plein de choses par rapport à l'entreprise, tout ça, il va y avoir des choses qu'elle ne savait pas, cette grand-mère, et il va falloir remettre un peu en place certains points, remettre en place aussi le mari, donc remettre un petit peu en place le mari de sa petite fille qui fait des choses un peu bizarres, et essayer de faire comprendre à son petit-fils qu'il a une part dans cette entreprise et que c'est son héritage, il faut qu'il en prenne soin. C'est vraiment une très très belle histoire, et donc il y a 3 tomes. Le 2e tome est sorti là en novembre 2024 et le 3e tome sortira certainement cette année en 2025. Donc j'ai envie de lire le 2e tome parce qu'en fait ce premier tome s'est terminé d'une manière tellement remplie de suspense en fait que j'ai envie d'aller lire tout de suite le 2e tome, donc il faut que je me le procure. J'ai énormément aimé, la plume de l'autrice est très 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 bien, je vous le conseille aussi si vous aimez les fictions historiques. C'est fini pour les lectures terminées au mois de mars. Je vous montre les livres que j'ai pas su lire et qu'il fallait absolument que je finisse, donc je vais devoir les caler là début mois d'avril. Donc c'est Le silence de l'élu qui est sorti le 12 mars il me semble, donc de Glenn Cooper, et donc ici on y parle d'un conclave qui dure trop longtemps. Il y a plusieurs candidats forcément, donc un candidat ultra conservateur, un autre qui est trop libéral, et donc il y a un nom qui va quand même ressortir, c'est celui de Anthony Budd, et finalement il sort à la surprise générale de tous, personne ne pensait à lui. Donc il comprend qu'il pourrait être désigné comme le successeur de Saint-Pierre, et donc il en est réduit à prier Dieu de ne pas l'abandonner parce que les responsabilités sont très très grandes, forcément, et le favori malgré lui craint pour le secret qu'il dissimule depuis toujours. Un secret qui pourrait changer le destin de l'Église à jamais. Bon, ça m'intéresse, j'aime les livres où il y a des secrets, où on va aller piocher, on va aller chercher, on va aller creuser. Donc voilà, il y a un peu plus de 300 pages, c'est assez aéré à l'intérieur, donc bon, normalement il pourrait se lire en 2-3 jours si je m'y mettais vraiment, donc j'espère que je vais réussir à le caler. Dans l'idéal, ce week-end, ce serait vraiment génial. Et j'ai aussi donc un livre, donc plutôt donc chez les éditions Alizio. Ah oui, celui-ci c'était chez les éditions M+. Là c'est les éditions Alizio, donc on est plutôt dans tout ce qui est entrepreneuriat, et donc c'est L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Et donc dans ce bouquin, on parle vraiment des méthodes qui nous expliquent comment réussir, et celles qui nous apprennent à surmonter l'échec. Donc en gros, il faut pas avoir peur des échecs parce que c'est avec eux qu'on peut grandir et qu'on peut vraiment apprendre. C'est très aéré et très grand à l'intérieur au niveau de la typographie, donc ça devrait se lire très rapidement. Il y a un peu moins de 300 pages, donc il faudrait que je le cale aussi pour pouvoir faire mes chroniques. Mais ça m'intéresse, ce sont 2 bouquins qui m'intéressent bien, donc il y aura pas de souci.
Je vous parle maintenant des lectures en cours du mois d'avril et d'ailleurs dans ces 3 lectures que j'ai commencées, il y a 3 lectures communes. Alors je commence par celui que j'ai devant moi, c'est Pénitence de Remigiusz Murs et c'est chez les éditions City. Donc c'est encore un écrivain polonais, c'est le 2e écrivain polonais que je lis là en même pas 2 mois, donc c'est super génial, je suis contente. Et donc ici, on est dans une histoire quand même assez difficile, c'est-à-dire que un matin, il y a des touristes qui vont découvrir un spectacle macabre dans les montagnes reculées de la Pologne. Il y a un homme qui est nu et pendu à une croix. Le meurtrier n'a laissé aucune trace, sauf une pièce de monnaie qui est enfoncée dans la gorge de la victime. Et donc l'affaire va être confiée à Victor Forst, donc un flic qui est quand même assez... il y a son caractère, on va dire, et qui n'est pas forcément bien vu de ses supérieurs en plus. Donc ça n'aide pas forcément. Le problème, c'est qu'il va être mis à pied très 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 rapidement. Il va découvrir le corps, il va commencer à faire son enquête, et le jour J, on lui dit, voilà, tu vas être suspendu de tes fonctions. Et lui, il est complètement dégoûté, il sait même pas pourquoi. Bon, il sait qu'il est un peu anticonformiste, il a du mal à suivre les règles, tout ça, mais il fait très bien son boulot. Et là, ce qui l'inquiète, c'est que ça va vraiment vite, on veut vraiment le mettre à pied très 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 rapidement, alors que normalement il y a de la paperasse, donc ça peut prendre une semaine, quelques jours. Mais là, c'est pas du tout comme ça. Il va se faire aider d'une journaliste pour essayer de résoudre l'enquête, et surtout, il a mis, lorsque son chef a parlé devant la télé pour expliquer un peu l'histoire, le meurtre, donc lui, l'inspecteur Forst, le commissaire Forst, a un peu, comment dire, il a dit que la victime s'était suicidée, mais en vrai c'est pas ça, c'est un meurtre. Mais c'est un peu pour susciter l'intérêt du meurtrier pour vraiment essayer de l'appâter. Et donc voilà, toute cette histoire commence là où lui, il est mis donc il est suspendu, bon pas encore officiellement. Il va continuer son enquête avec cette journaliste. Ça va être compliqué pour lui parce qu'il aura tous les flics, tout le monde derrière son dos et il va essayer de continuer l'enquête. Donc il sera un peu comme en fuite quoi, et il va être poursuivi par les autres flics. Donc j'en suis au chapitre 16, j'ai lu 100 pages et franchement c'est très bien. Et donc je le lis en lecture commune avec l'une d'entre vous d'ailleurs. Et donc on s'est donné à peu près, en tout cas moi toute la semaine, et je pense qu'elle le finira peut-être avant. Mais ça va être super sympa, on peut discuter ensemble et donc c'est cool. J'aime bien échanger sur nos lectures, c'est sympa. Un autre livre que je lis avec l'une d'entre vous, donc on en a parlé ensemble déjà, elle m'a dit que je pouvais la citer dans la vidéo, donc c'est Les Flâneries d'une sauterelle, et d'ailleurs qui a ouvert sa propre chaîne YouTube. Je fais un petit aparté comme ça, une petite aparté. Et donc en fait, elle a sorti sa première vidéo là il y a 2 ou 3 jours, et je vous encourage à aller voir si vous aimez regarder des vidéos où on parle de thèmes particuliers de notre vie. Là, elle parlait beaucoup de tout ce qui était un peu les fêlures, la résilience, ce genre de choses. Et donc, elle se filme un peu en train de se promener, elle filme son chien, elle filme plusieurs choses de la vie quotidienne. Et en fait, elle parle en voix off sur la vidéo et son montage est vraiment très bien fait. Elle y parle d'une manière très paisible. C'est sympa, et puis ça nous fait questionner un peu sur notre propre vie, sur un peu notre manière de vivre, quels sont les bienfaits qu'on met en place dans notre vie pour pouvoir se sentir mieux. Donc elle par exemple, elle va se promener seule ou avec son chien, elle lit, elle écrit, et voilà. Et puis après elle nous pose aussi ces questions, et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous aide à rester un peu dans un bon équilibre dans notre vie finalement quotidienne. Donc c'est vraiment sympa, je vous conseille d'aller voir sa chaîne si ça vous intéresse en tout cas. Et donc on a commencé à lire doucement René le jour de Delphine Giraud. Je vous ai parlé d'elle récemment dans mes derniers vlogs parce que j'avais lu Les couleurs du silence et j'avais bien aimé. Et donc comme j'avais ces autres livres dans ma palle, presque tous ces autres livres, bien on a parlé avec avec Christelle, donc de la chaîne Les Flâneries d'une sauterelle, et puis elle a ce bouquin, donc c'est dit tiens, ça peut être sympa de le lire ensemble. J'en suis au chapitre 12, donc à peu près à 75 pages, et c'est sympa en fait. On est dans une histoire où Connie est devenue fleuriste, c'est ce qu'elle voulait, et donc elle finit unique, et sa maman est morte 1 an plus tôt, donc il lui reste son père. En fait elle est un peu solitaire, elle a pas trop d'amis, tout ça, elle a pas de conjoint, elle a pas d'enfant. Et elle va se rendre compte qu'elle a des sortes de, pas des flashs, mais comme des visions où elle ressent que il s'est passé quelque chose avec un vélo quand elle était enfant, ce genre de choses. Mais elle se rappelle pas vraiment de son enfance, elle a pas trop de souvenirs. Et en fait, elle va
elle va avoir une sorte de petite collision avec un VTTiste dans la forêt et va se rappeler d'un vélo, d'une image avec un vélo. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que finalement, quand elle était enfant, elle aimait bien faire du vélo. Et elle va retrouver une photo chez ses parents parce qu'elle va fouiller un peu. Et elle va voir un petit garçon. Elle va se dire, mais c'est qui ce petit garçon? Et lorsqu'elle va poser des questions à son père, il va lui dire la vérité qu'elle a un petit frère. Et il est tétraplégique. Et donc, à partir de là, on va revoir toute l'histoire, un peu son enfance. Ça va être un petit peu... il va avoir une petite alternance entre les chapitres de son enfance et la vie, là, maintenant, d'aujourd'hui. Et ses souvenirs vont revenir, vont refluer au fur et à mesure qu'elle va reprendre conscience, en fait, du fait qu'elle a un petit frère. Et c'est vraiment une histoire touchante, j'en suis qu'au début, mais je sens que ça va être... y a peut-être des petites larmes qui vont couler au bout d'un moment. On parle encore de famille, on parle encore de handicap, on parle encore de sujets qu'on peut avoir tous vécu dans nos vies ou qu'on pourrait vivre. Et franchement, j'aime bien toujours cette plume de l'autrice, donc je suis contente de pouvoir lire ce bouquin. Et je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine parce qu'on s'est donné une semaine pour le lire, donc normalement dans le prochain vlog, j'aurai terminé. Une dernière lecture commune de la semaine, c'est Les filles de la Châtelaine, donc de Danielle Cario, que je lis avec des personnes donc dans lesquelles je suis en partenariat avec cette maison d'édition, donc les éditions Palémon. Et regardez un petit peu le marque-page de mon bouquin, juste comme ça. Une feuille de papier toilette. Au moins, ça abîme pas le bouquin. Donc là, j'en suis une petite centaine de pages aussi. On lit environ 50 pages par jour. Et donc ici, c'est un peu un roman de terroir. Donc on est dans une histoire un peu... c'est assez loufoque quand même. La plume de l'auteur est assez... c'est une plume un peu plus... comment dire, avec un vocabulaire un peu plus soutenu, par-ci, par-là, du vocabulaire. Voilà, oui, c'est ça, qu'on n'emploie pas forcément tous les jours. Mais c'est sympa, j'aime bien. Le début, je me disais, mais où on va? J'étais pas forcément prise à fond dedans, mais là, je commence à rentrer bien dans l'histoire. Donc, en fait, on a une femme, donc c'est Mathilde, si je me trompe pas, qui est châtelaine, donc elle a un beau château, tout ça, et elle vit en face d'un autre gars qui est aussi châtelain. Et bon, ils ont pas une très bonne relation entre les deux, et en fait, on va apprendre plus de choses sur les deux, pourquoi cette relation est ainsi entre les deux. Parce qu'en fait, la manière dont l'écrivain raconte son histoire n'est pas de manière linéaire. Il commence aujourd'hui, mais on retourne ensuite dans le passé pour, je pense, revenir au fur et à mesure dans le temps actuel. Et donc, on se rend compte que cette châtelaine, elle est pas mariée, elle a pas d'enfant, tout ça, et donc elle veut que son héritage puisse aller vers quelqu'un d'autre quand elle sera plus là. Donc, en fait, elle va faire en sorte de se faire engrosser. Et donc, elle va avoir des enfants, mais c'est pas ce qu'elle voulait. Et donc, on voit, le début de l'histoire commence comme ça, en fait. Elle va se faire engrosser, elle va tomber enceinte et elle va avoir des enfants, mais il n'y aura pas de héritier, il n'y aura pas de garçon, ce sera des filles. Et donc ensuite, on repart dans le passé et on va commencer à comprendre ce qui se passe entre les deux châtelains, elle et son voisin. Et voilà, j'en suis que là, une centaine de pages, mais c'est vraiment une histoire assez un peu dérangeante, j'ai envie de dire, mais bien. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Franchement, il y a du mystère, il y a vraiment du mystère parce que je ne sais pas où l'auteur veut nous conduire. Pour les lectures communes, c'est fini. Alors, un livre que je devais terminer aussi au mois de mars et finalement j'ai lu que la préface, je pense, c'est Hollywoodland de Zoé Brisby. Donc, il faut absolument que je le cale aussi dans les prochains jours. Pour terminer, parce que il faut que je fasse ma chronique aussi. Et faut pas que j'attende trop longtemps, mais on m'a dit du bien de ce bouquin-là. Par contre, on m'a dit c'est quand même assez dramatique, forcément, l'histoire de cette femme. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer, mais je pense qu'il va se lire vite aussi. Alors, je vous ai fait les lectures lues, je vous ai fait les lectures en cours, les lectures communes. Au niveau des lectures communes, tiens, je fais un point là-dessus. J'en fais quand même pas mal, je vois au mois d'avril, ça m'aide à faire partir les bouquins. La semaine prochaine, je vais commencer la lecture commune de La fille de Jonathan Baker, de Antoine Renan, avec une copine Insta. Mais si jamais vous avez le bouquin, vous voulez vous le procurer, vous voulez faire la lecture commune avec nous, n'hésitez pas, on commencera le lundi 7 avril. Donc n'hésitez pas. Le vendredi 10 avril, je vais commencer aussi une lecture commune sur, d'ailleurs je vais vous montrer, c'est une réception que j'ai eue la semaine dernière, donc sur La fabrique du malheur de Claude Hardy aux éditions de l'Observatoire. Donc c'est des scandales au cœur de l'aide sociale à l'enfance. Si jamais vous avez envie de le lire, ce sera sur une semaine aussi, donc du 10 au 17.
Je vous lis la 4e de couverture. Une plongée vertigineuse au cœur de l'aide sociale à l'enfance, dont les dysfonctionnements ahurissants révèlent un véritable scandale d'État. Pendant 18 mois, Claude Hardid a parcouru la France pour enquêter sur les graves dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Le constat est accablant. Suicide d'adolescents, prostitution de mineurs dans les foyers, placement impossible faute de structure adaptée, violence au sein des familles d'accueil, mineurs non accompagnés livrés à eux-mêmes. Cette machine qui brasse plus de 9 milliards d'euros par an, gérée par les conseils départementaux pour protéger 400 000 mineurs de moins de 15 ans, est devenue une usine à fabriquer du malheur. À travers des témoignages poignants d'enfants brisés, de familles démunies, d'éducateurs à bout de souffle, 70 000 postes de travailleurs sociaux ne sont aujourd'hui pas pourvus en France. Et de magistrats impuissants, le journaliste révèle l'ampleur d'un scandale d'État. Un scandale dont l'emblématique procès de Châteauroux a montré l'étendue de l'horreur. Face à ce naufrage, des résistants, anciens enfants de l'ASE, devenus éducateurs, mères courage, juges, engagés, tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Une enquête glaçante qui lève le voile sur la faillite de notre système de protection de l'enfance. Claude Hardid, c'est un grand reporter pour Charlie Hebdo, envoyé spécial, complément d'enquête, Var Matin ou Nice Matin. Il est aussi réalisateur de documentaires et il est scénariste. Il est notamment l'auteur à l'Observatoire du très remarqué Les Enfants du Purgatoire qui a été publié en 2023. Donc là, ici, on n'est pas dans un roman, une fiction, on est vraiment dans quelque chose de réel. C'est une non-fiction. Et franchement, donc c'est une lecture commune que je ferai fin de semaine prochaine et j'ai hâte parce que c'est aussi des sujets qui me tiennent à cœur en fait. Voilà. Moi, je suis née dans une bonne famille, je veux dire avec des parents aimants. J'ai des frères et sœurs, tout va bien, voilà, on s'entend tous bien, on se voit lors des anniversaires et autres, et franchement, on a une très bonne entente, on peut compter les uns sur les autres, et je sais qu'il y en a plein qui sont pas nés dans ces situations-là, dans ces circonstances-là, et voilà, ça me fait mal au cœur en fait, et j'ai envie qu'ils soient bien ces gens-là, et donc j'essaye d'aider en tout cas à ma mesure, avec ce que je peux faire. Allez, les réceptions, tiens, je vais vous parler de celui-ci, c'est L'heure du goûter aux éditions du Rocher. Donc c'est un carnet de recettes écrit par Jean-Pierre Feuillette, donc toutes ces recettes de pâtisserie. Et je m'étais dit hier, j'avais fait une insomnie, j'étais pas bien et du coup ça m'a réveillée la nuit en fait. Je réfléchissais un peu, ma chaîne, tout ça, les livres, voilà, la littérature. Et je me disais tiens, avec ce bouquin-là, ça pourrait être sympa qu'à chaque fois je fais un vlog, je vous montre un peu ce que j'ai cuisiné. Comme ça montre aussi que voilà, j'ai reçu ce bouquin et je l'utilise, j'essaye de mettre en place les recettes qui sont dedans. Et du coup, ce matin, avant de commencer à me filmer, j'ai j'ai fait le cake au citron pavot, sauf que j'ai pas mis de pavot parce que j'aime pas. J'ai fait juste au citron. Et du coup, je vous montre un peu ici. J'ai filmé, je vous montrerai aussi les images vite fait de ce que j'ai filmé. Les grandes étapes, j'ai pas tout filmé parce que sinon, c'était beaucoup plus d'organisation logistique et je pouvais pas le faire. Donc, je vais voir s'il est bon son cake, et j'ai hâte. Et pour la semaine prochaine, je choisirai une recette et ce sera un peu la surprise du vlog. Je vous montrerai toujours à la fin ce que j'ai fait. Voilà, donc pour une des réceptions. Ensuite, je vous avais parlé du bouffon de la couronne que j'ai reçu la semaine dernière, qui fait plus de 600 pages. J'ai lu le premier chapitre parce que j'avais envie de voir comment ça se passait. Donc c'est de la fantaisie. Et franchement, la plume de l'auteur me plaît. Donc ça va être super sympa. J'ai hâte de le lire. Donc on est ici dans un gars qui va devenir le bouffon du roi. Et en fait, c'est pas son métier originel. Et donc ça va pas être forcément que pour son bien. Donc j'en sais pas plus. Les prochaines réceptions aux éditions Jeanne et Juliette. Donc ce sera le deuxième livre que je vais lire de cette maison d'édition. C'est Vous serez ma reine. Qui est magnifique. La couverture est vraiment belle, ils ont changé leur charte graphique et essayé de rendre un peu plus moderne tout ça. Donc ce livre a été écrit par Anne-Marie Desplat-Duc, qui apparemment a déjà écrit des bouquins et qui ont fait beaucoup de ventes. Moi j'ai pas lu. Ici on y parle de Marie Mancini, donc la nièce du cardinal Mazarin. À 16 ans, j'étais la confidente, la promesse de Louis XIV. Vous serez ma reine, m'avait-il juré, avant que la couronne ne nous sépare. Exilé, forcé d'épouser le terrible prince de Colonna, on m'a arraché à lui. Mais l'histoire n'est pas terminée. Je reconquerrai ma liberté. Je retrouverai le roi Soleil au sommet de son règne. J'en ai fait. Voilà. Elle est l'autrice des Colombes du roi Soleil et elle a conquis plus de 500 000 lecteurs à travers le monde. Vous serez ma reine est son premier roman adulte. Ah, d'accord. Donc j'ai hâte de le lire. D'ailleurs, je le lirai là, peut-être la semaine prochaine.
Et franchement, je sens que ça va être bien. Donc c'est Jeanne et Juliette, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui font des fictions historiques avec toujours une femme au cœur de l'histoire. Je vous reprends dans 2 minutes. J'ai mon cake qui est en train de sonner là dans le four. Enfin, le four qui est en train de sonner et il faut absolument que j'aille voir. Je reviens. Ok, je continue. Ensuite, aux éditions Sarbacane, j'ai eu Le Grand Renifleur du Sommeil. Je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai un peu ce qu'il y a dedans. De Bruno Gibert. Ensuite, j'ai C'est quoi le bonheur de Luca Tortoloni et Marco Soma. Pareil, je vous ferai aussi une petite vidéo. Et La revanche des oiseaux de Béatrice Fontanelle et Lille Cyr. Dans mon colis Vinted, entre autres, j'ai acheté celui-ci, donc la suite de la saga de Helen Grace, et donc là c'est le tome 5, Oxygène, que je lirai dans quelques mois avec les filles de la lecture commune. Voilà, donc je vous ai montré un peu tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai commencé à lire. Dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Est-ce que votre bilan du mois de mars, vous l'avez apprécié? Est-ce que vous avez des coups de cœur comme moi? Est-ce qu'il y a des livres dont je vous ai présenté là maintenant qui vous ferait plaisir, que vous aimeriez lire? Enfin, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous revois samedi pour une nouvelle vidéo pour le bilan du mois de mars. À très bientôt, c'était les mots d'or.